Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin sur la radio. Taxi Presse de ce mercredi, ce sera avec Isidore Akolor, le patron du journal L'Actu Express, et Tchakala Alero, le patron du journal Courrier de la République. Nous reviendrons sur la situation politique au Togo avec les derniers événements. Les consultations telles qu'annoncées par le gouvernement togolais a démarré hier avec le boycott de la coalition de 14 partis politiques. Comment analyser cette nouvelle situation? Beaucoup de commentaires dans l'opinion, les consultations telles qu'ouvertes par le gouvernement. Quelle contribution à la résolution de la crise politique? On va en parler avec les confrères en studio. Sur Taxi FM, l'info roule. D'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Le confrère Forum de la semaine pour démarrer. Politique, le torchon brûle entre des partisans de l'opposition dans la diaspora, relève notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Aménagement du territoire, 8 projets de tests d'application en cours de validation. Les détails sont à lire dans le journal. Mise en œuvre du programme d'indemnisation. Les victimes des savanes de Kara et Centrale ont ouvert le bal hier mardi. Les détails sont à lire dans le journal. Depuis accident d'un véhicule des forces armées togolaises à Kanté, ce qui s'est réellement passé, le journal revient sur le sujet. Et aussi sur la question du développement à la base, bilan à mi-parcours des projets FAEJ, PEPEJ et Pradeb. En tout cas, vous lirez l'article dans le journal, le quotidien Forum de la semaine pour les précisions. L'autre quotidien, Liberté aussi, dans les kiosques ce matin, publie un dossier, le FOTFAT du Togo et son impact sur l'économie, gestion en totale opacité, perte potentielle entre 2005 et 2015, évaluée à 204,29 milliards de francs CFA. L'économiste Thomas Koumou fait une autopsie sans complaisance. Le confrère évoque le sujet. Préparation du dialogue, le pouvoir lance de pseudo-consultations. La coalition y voit une manœuvre de diversion et boude. L'opposition exige la présence de Faure Gnassingbé au dialogue. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis la grogne dans les prisons civiles du Togo. Les surveillants refusent toute extraction des détenus jusqu'à satisfaction des gendarmes et militaires requis pour assurer le service. Notre confrère, le journal qui évoque aussi la destruction des engins des manifestants. Un chauffeur retrouve du sel dans le réservoir de sa voiture. Le quotidien Liberté en fait cas ce matin. Vision d'Afrique maintenant. Dialogue entre protagonistes de la crise au Togo, écumé par des questions éphémères. Qui organise le dialogue, s'interroge notre confrère. Une autre équation à résoudre. Un renforcement de l'autosuffisance alimentaire, PNIASA, un nouveau, ou PNIASAN, oui c'est ça, PNIASAN, avec N à la fin, hein. Un nouveau programme pour booster l'agriculture au Togo. C'est le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, hein, qui vient de boucler l'année dernière ses 6 ans d'existence au Togo. Conscient des acquis et résultats engagés par cet ambitieux programme, le gouvernement veut maintenir, enseigne notre confrère, ses performances indéniables au développement du Togo. Vous lirez en tout cas dans le journal les détails. C'est dans le journal Vision d'Afrique. Finance et banque en Afrique de l'Ouest. Le groupe NCA rachète Diamond Bank et maintient son leadership. Vous lirez l'article dans le journal. Un autre sujet, c'est beaucoup plus... beaucoup plus donc au mandat social de Faure Gnassingbé, le mandat social en action. La TDE inaugure une nouvelle agence à Tandjouaré.
Bon, je pense que on le met au crédit du mandat social finalement. Vous lirez l'article dans le journal Vision d'Afrique. Le dialogue, crise politique, le gouvernement pose les bases du dialogue, l'opposition toujours pas prête, écrit le journal. Crise dans l'éducation qui se complique, finalement des discussions pour une solution rapide s'imposent, écrit le confrère. Le MJU, porté sur les fonds baptismaux à Dapaon, Malik Natchaba, élu délégué national. Enfin, tout se précise pour la conquête du terrain. C'est le journal Le Dialogue. La lanterne aussi dans les kiosques, dialogue en perspective, déjà des désaccords sur les formats et les modalités, écrit notre confrère. Les élèves menacent de manifester jeudi aux côtés de la coalition. Les enseignants boudent les évaluations. Des milliers d'élèves dans la rue demandent à rencontrer Fort Gnassingbé. Quelques images ou quelques clichés que publie ce matin le confrère La Lanterne. Et puis santé, la contractualisation à l'épreuve du manque des équipements sanitaires. Le journal l'évoque aussi. Vous lirez La Lanterne. Ce matin, le messager, dialogue politique annoncé et concertation, l'opposition va-t-elle opter pour le boycott? Bawara espère en la volonté des acteurs politiques concernés. Vous lirez l'article dans le journal. Union économique et monétaire ouest-africain, 2 jours d'échanges sur le secteur privé et à la dynamique entrepreneuriale. Edem Tengue appelle les décideurs à vaincre les fragilités et les risques. Vous lirez l'article dans le journal. Un autre sujet beaucoup plus lié donc au Hachkun est la question des réparations. Les victimes des savanes de Kara et Centrale ont ouvert le bal depuis hier. Les détails sont à lire dans le journal Le Messager. Il y a aussi le journal Le Mania Libéré, à la recherche des mesures de confiance, le tango des protagonistes de la crise togolaise autour des préparatifs du dialogue. Les 14 de la coalition veulent d'abord des consultations directes avec le chef de l'État en lieu et place du Premier ministre. Vous lirez l'article dans le journal Le Mania Libéré. Le mouvement de grève des enseignants noyauté par les mouvements politiques. Les élèves étaient encore dans les rues pour exiger le retour de leurs enseignants dans les classes. Le confrère en parle ce matin. Puis économie avec le cas de la corruption. Ce grand fléau qui entrave le développement, s'exclame notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal Le Mania Libéré. Il y a aussi le libéral qui parle de la jeunesse de Unir. La jeunesse Unir en congrès à Dapaon, ces personnalités qui constituent le vivier du parti, notre confrère. Tension politique au Togo, la coalition des 14 frileuses au dialogue. Vous lirez l'article dans le journal. Depuis la justice transitionnelle au Togo, les premières réparations des victimes des violences politiques ont démarré hier. Vous lirez l'article dans le journal Le Libéral. Le triangle des enjeux, grève, débrayage, brouille et paralysie dans l'enseignement. Les élèves occupent les rues, menacent de marcher sur la présidence. Combien seront-ils à être encore tués, s'interroge notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Crise et dialogue politique togolais, le jeu trouble du pouvoir de Fort Gnassingbé. Le journal en parle. Tout cela, c'est dans le journal, le triangle des enjeux. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Fraternité. Et donc, la question de la corruption revenue dans le Canard, état de la corruption au Togo, les propos scandaleux de Soana Wiao, c'est lui le président de la haute autorité de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Vous lirez l'article dans le journal. Funérailles, salle de cinéma, marché. Jusqu'où ira mon président pour s'accrocher au fauteuil? C'est l'interrogation du confrère Fraternité. Vous lirez l'article dans le journal. Entrepreneuriat et croissance dans l'espace UMOA. Émergence, capital appelle les jeunes à entreprendre. Et puis, préparatif du dialogue politique. Pourquoi le pouvoir s'agite au lieu de s'appliquer? C'est l'interrogation du confrère Fraternité qui est aussi dans les kiosques ce mercredi. Alors, chez vos marchands de journaux, vous pouvez trouver le journal Fraternité, si vous avez encore un peu de chance. Le triangle des enjeux, le libéral, aussi dans les kiosques, le Mania Libéré, le Messager, la Lanterne, le Dialogue. Vous avez le journal La Vision d'Afrique, le quotidien Forum de la semaine et le quotidien Liberté.
Retour en studio avec mes confrères Isidore Akolor, le patron du journal Actu Express. Bonjour Isidore. Bonjour Eric, bonjour à tous les passagers aujourd'hui à bord du taxi. Vous allez bien? Ah, pas mal. D'accord, merci d'être là ce matin. Tchakala Aliro, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. C'est un plaisir. La corruption au Togo, quelle est sa situation à votre avis? Non, la corruption au Togo, c'est devenu le sport favori de certains Togolais. C'est comme si vous ne jouez pas à ce jeu, vous n'êtes pas Togolais. Donc on se dit que c'est ça qui est en train de gangréner tous les compartiments de notre administration. Et tout le monde y va à sa manière. Et ceux-là qui gèrent une portion de certains biens de notre pays ne se font pas prier avant de se gaver comme bon leur semble. Et l'impunité aidant, les gens ne se donnent plus de répit. On ne fait que s'adonner à cela. Et ça fait froid dans le dos. Quand vous voyez un peu ce qui sort du pays, les jeux de dessous de table, et tout le monde, même du plus grand patron au petit planton, je crois que c'est ça que tous savent faire. Et c'est inquiétant, c'est inquiétant. Et malgré tout, on a mis une haute autorité de lutte contre ce fléau. Mais qu'est-ce que cette haute autorité fait? Apparemment pas grand-chose. C'est comme eux aussi sont dans la tourmente de cette situation. Ils sont laxistes, ils ne tapent pas du poing sur la table. C'est comme ils sont là, ils ont été peut-être mandatés pour peut-être orner le décor, pas pour jouer leur partition. Donc, alors, peut-être que ça va vous surprendre, c'est ce que le confrère Fraternité relève ce matin, les propos du président de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et Soana Wiawoki, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la corruption célébrée vendredi dernier par les Nations Unies. Il a fait une déclaration que relève ce matin donc le journal Fraternité. Il dit que la situation au Togo n'est pas aussi alarmante que ça du point de vue corruption. Est-ce que ça vous choque? C'est scandaleux. Isidore. C'est scandaleux d'en arriver là. Quelqu'un qui est censé traquer les corrupteurs et qui se permet de dire ça, c'est scandaleux. Ça pour voir suffisance que c'est des incapables qu'on a mis là-bas. Et avec tout le respect que j'ai pour les membres de ce comité, c'est une bande d'incapables. Parce que la corruption court les rues. Au Togo, la corruption court les rues. C'est à visage découvert que les gens font des malversations au Togo. Je m'en donne pour preuve. L'affaire des 26 milliards de la route Lomé-Vogan, dans laquelle on a convoqué nos confrères Liberté et Rendez-vous. Mais l'Indépendant Express aussi. Non, Indépendant Express, c'est pour un autre sujet aussi, qui est toujours lié à la route. Je crois que c'est la route de Kara ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui nous inquiète, nous les journalistes, c'est que nous dénonçons, mais le ministère public ne prend pas sur soi de faire le travail qu'il faut. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que le ministère ou les responsables ne se gênent pas trop pour peut-être suivre et voir ce que dit la presse est réel ou pas, à partir de la déclaration du président de la haute autorité chargée de réprimer les corrupteurs ou les corrompus. Ce que disait, ou peut-être appuyer sa première déclaration, relève toujours notre confrère Fraternité ce matin. Monsieur Wiao dit qu'il n'en veut pour preuve que eh bien, le progrès réalisé par le Togo pour être éligible au Millennium Challenge à compte. Il dit nous avons pu passer la maîtrise de la corruption. Les efforts faits ont été donc reconnus suffisants. Le Togo a réalisé 12 sur les 20 indicateurs, y compris la maîtrise de la corruption, qui est comme une question éliminatoire. Les États-Unis ne sont pas n'importe qui. Grèce donc vers les pays, je dis n'importe qui
quand ils disent que vous avez fait des efforts, tout le monde accepte. C'est ce qu'il a déclaré. Oui, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Approchez les membres du MCC Togo. Ils vous diront aujourd'hui... dire que le Togo n'est ni premier pays le plus propre, ni le premier pays le plus corrompu. Évidemment. Nous luttons pour qu'il progresse vers les pays les plus propres. Oui, pour tout citer. Oui, le ministère Baba, quand je l'avais interpellé sur cet aspect de la chose, alors que les médias criaient, les journaux publiaient les malversations au sommet de l'État, et Chakala vient de le dire, du pâton au planton, c'est le sport le plus favori, c'est ce qui est plus mieux partagé au Togo. Et il nous a dit que non, ce n'est qu'une perception, que la corruption n'est qu'une perception. Et il va falloir que les journaux puissent les aider à engranger des points au niveau du MCA. C'est ça le problème. Donc, ce ne sont que des perceptions. Si on arrive à convaincre ceux qui évaluent que le Togo a fait des efforts, ils vont dire que le Togo a fait des efforts. Mais le constat est là. Le constat est là. La toute dernière malversation, c'est les 600 millions, l'affaire des 600 millions au niveau de la CAN 2017. Et l'auditeur est là pour dire que vraiment ne comprend pas comment les 600 millions se sont volatilisés. Voilà. Alors, est-ce que finalement, il ne faut pas comprendre pourquoi est-ce que les autorités ne se gênent pas quand la presse évoque des cas de scandale de corruption, quand celui qui est chargé, n'est-ce pas, de réguler, de prévenir et de lutter contre la corruption dit que bon, la situation de la corruption au Togo n'est pas aussi alarmante que ça? Non, nous serons dans un pays sérieux que des voix se seraient déjà élevées pour demander la démission de ce monsieur Hana Wiaou. Oui. Parce que ce qu'il a dit, c'est ahurissant, ça choque, ça heurte les esprits, les consciences. Parce qu'on ne peut pas être à la tête d'une structure chargée de réprimer la corruption et certains délits assimilés et qu'on aille au-devant des caméras et des projecteurs dire que non, le cas du Togo n'est pas aussi alarmant. Il n'en faut pas plus sous d'autres cieux pour qu'il y ait des mouvements pour demander à ce que ce monsieur-là soit démis de ses charges. Parce que on ne peut pas comprendre. Depuis que cette haute autorité a été mise sur pied, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Est-ce qu'il y a un seul dossier? Est-ce qu'il y a un seul dossier qu'elle a géré? Ce n'est pas des faits qui manquent, des faits avérés de corruption qui manquent dans le pays. Ce n'est pas des faits avérés de détournement qui manquent également. Mais si dans un certain milieu, il y a cette solidarité dans le mal, mais il y a quand même cette presse-là, il y a des gens quand même qui prennent le risque de dénoncer certains travers liés à ce fléau-là. Mais on ne les voit pas être enclins à jouer à fond leur rôle, de discipliner ces gens-là qui prennent les deniers publics comme étant ce que leur épicerie familiale leur rapporte. C'est ça le drame du Togo. Donc ce monsieur, je crois qu'il y a des associations, les associations de la société civile et tout ça là, devraient quand même donner le ton, lui mettre la pression dessus pour qu'il démissionne. C'est un aveu d'incapacité. Non, c'est un aveu d'incapacité. En même temps, on sait qu'au Togo, on ne démissionne jamais. Mais il faut mettre la pression. Non, il faudrait qu'on en arrive là. Quand on vous met quelque part et puis vous contentez rien que de ce que on doit vous verser et au même moment, ce pourquoi vous êtes investi de gérer, vous ne le faites pas, c'est que vous libérez le plancher pour qu'on mette la main sur quelqu'un qui puisse faire le travail comme il se doit. Non, c'est pas des dossiers à gérer qui manquent. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, ailleurs, quand ceux qui sont... Il y a des classements même qui sont faits régulièrement. Le Togo se meurt dans les tréfonds de classement par rapport à cette corruption-là. Et pour seul indice qu'il prend pour se donner bonne conscience, il dit que non, le MC, si vous voyez les performances, non, on sait comment aussi ça se gère. On sait comment ça se gère. C'est pas parce qu'au niveau des États-Unis même, les États-Unis aussi ne sont pas... c'est pas un modèle. Non, c'est pas un modèle. Quand on parle de corruption, quand on parle de modèle, il faut se référer peut-être à l'île Maurice, aux pays scandinaves.
c'est là, eux, ils tiennent toujours le cap. Parce qu'à un moment, les structures chargées de lutter contre la corruption et certains crimes-là, ils ont pu rendre ça crédible. On fouine. La presse, tout le temps, ne fait que fredonner. Il n'y a pas de jour ou bien de semaine où la presse ne fait pas chose. Cette semaine, on a parlé d'avocats dans le Liberté, le confrère Liberté. Oui. Mais est-ce qu'on se donnera cette peine-là d'aller fouiller, voir si ce que Liberté a dit c'est vrai ou faux? On va croiser les bras, on va assister en spectateur et puis bon. Pire, on lui colle un procès. Peut-être on va coller un procès parce qu'il y aurait eu des jeux de table, on aurait allé déposer la manne sur la table de ceux qui sont censés fouiner un peu pour faire la lumière autour de ce que nous évoquons dans nos colonnes. Donc c'est ahurissant, c'est triste. Quelqu'un qui est chargé de lutter contre un crime pour un pays aussi fragile que le nôtre qui se frotte les mains de satisfaction. Aujourd'hui, on peut quand même dissoudre la haute autorité si on estime que le problème n'est pas aussi si alarmant que ça. Oui, leur résistance n'est même pas du tout, ça ne s'impose pas. À partir du moment où il n'y a rien, il n'y a aucun problème, le Togo avance selon le premier responsable de cette haute autorité. Donc ça veut dire que leur résistance, même en tant qu'institution chargée de lutter contre un fléau, n'a pas sa raison d'être. Non. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis là? Au moins, ça fait 1 an. On pouvait au moins organiser une conférence de presse. Voilà, depuis que nous sommes là, il y a 6 mois, il y a 1 an, les dossiers sur lesquels nous nous sommes penchés, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais on n'a même pas vu ça. La seule chose qu'il a pu servir aux Togolais, c'est de se saisir de cette journée du 10 décembre pour dire que non, tout est clean au pays, que non, c'est des gens qui font des procès injustement à d'autres pour peut-être certaines petites raisons, mais que eux, ils sont quand même sereins. Et d'ailleurs, ils ont même un quitus des États-Unis au regard du Millennium Challenge Corporation. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retour en studio, on a été légèrement coupé, nous revenons maintenant à l'antenne. Nous évoquons tout à l'heure les propos du président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Soana Wiao, qui trouve que l'état de la corruption au Togo n'est pas aussi alarmant que ça. Vous pensez que c'est pas normal, ce genre de déclaration? Oui, mais je voulais rebondir sur le développement de mon frère qui disait que cette structure n'a plus sa raison d'être. C'est comme si nous étions dans un état normal. Oui, mais quand le premier responsable estime que ce pourquoi ils ont été choisis, que le problème en réalité n'est pas si alarmant, est-ce que ce n'est pas normal, comme devant Tchakala, que bon, l'institution n'a plus sa raison d'être? Ouais, c'est ce que je disais, comme si nous étions dans un état normal. Nous ne sommes pas dans une démocratie, mais dans une démocrature. C'est-à-dire, on crée des institutions pour enjoliver, pour plaire à l'opinion internationale, comme si nous avons des institutions fortes. C'est en cela que ce ne sont que des enjoliveurs. Ils ne jouent pas leur rôle. C'est en cela que je voulais... C'est encore une preuve palpable que palpable. La Cour des comptes. Voilà encore. Des institutions qui ne jouent pas leur rôle. Alors, l'AMP qui avait tant soit peu publié des rapports et maintenant se retraite un peu. Des sanctions. L'AMP a quand même... Oui. C'est quand même l'une des institutions qui, quand même, sort régulièrement des rapports, vous l'avez dit. Oui, il faut des rapports. Sanctionne. Mais est-ce que... interpelle au niveau des marchés. Est-ce que la passation de marché gré à gré a cessé jusqu'à présent? C'est ça. Quand on sanctionne, si vraiment la sanction pèse, ça veut dire que les gens doivent changer de comportement. Donc, nous sommes dans une démocrature et on crée des institutions juste pour plaire à l'opinion internationale que bon, au Togo, on a ci, on a ça. C'est en cela que cette institution de Soana Wiao, pour moi, n'est que un enjoliveur de plus pour dire que le Togo a une commission pour traquer
les malversations, quoi dirais-je, et la corruption et autres. C'est en cela que, bon, on va dire que, bon, et voilà, c'est comme ça. Quand vous parlez de MCC, c'est Transparency qui fait ces évaluations. Oui. On va dire que, bon, voilà, est-ce que vous avez telle institution, vous avez telle institution? Oui. Et vous avez le point. Mais c'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que fait exactement cette institution? Bon, les gens sont là pour faire le lobbying. C'est comme ça que nous sommes arrivés à engranger des points, mais on n'est jamais qualifié pour le programme Compact. Compact. C'est vrai qu'il y a des difficultés depuis quelques temps oui. quand même. Et la dernière fois, on a échoué au pied du mur. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, Isidore, vous évoquez la Cour des comptes, vous avez parlé également d'autres institutions. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'interroger légitimement, après cette sortie du président de la Haute Autorité de prévention de la lutte contre la corruption, que est-ce que nos institutions fonctionnent telles normalement? Tchakala. Non. Moi, j'ai toujours dit que nos institutions sont là pour orner le décor, pas pour jouer leur rôle. C'est ce qui a poussé d'ailleurs un leader de ce pays à parler de déverrouillage des institutions de la République. Oui, on dit les oiseaux du même plumage volent souvent ensemble. Mais vous êtes du même bord politique avec quelqu'un qui est géré, lutter contre un phénomène. Quelqu'un de son bord politique qui viendrait à commettre une infraction. Vous voyez que ça va se passer comme une lettre à la poste. On va se montrer complaisant parce qu'il nous saurait se mordre, il nous saurait se faire mal. C'est comme une secte où on est solidaire dans le mal. C'est ça. Mais on ne prend pas le profit de ces gens-là qui animent nos institutions. C'est ça qu'il faut voir. C'est des gens qui sont proches d'un système, quoi qu'on dise. Et quand ceux-là qui animent certaines structures viennent à se comporter mal, viennent à s'adonner à certains petits délits, à certains vices, vous les voyez très mal à l'aise. Nous sommes dans une république. Non, nous sommes dans une république. Quand on parle de cas de corruption, il ne s'agit pas de protéger X ou Y, il s'agit de l'économie nationale. Tout à l'heure, vous évoquez le cas de la route Le Mevogan-Enfoin, les 26 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le gouvernement n'en parle plus. Et il s'agira pour la Commission de nous dire, de situer l'opinion nationale, ce qui s'était réellement passé. Mais est-ce qu'il s'agit d'un parti ou... Mais c'est ce que les gens tendent à confondre tout. Sommes-nous actuellement dans un système d'État, de parti-État? Tout porte à le croire. Malgré les brillants, les saupoudrages qu'on feint de faire pour peut-être masquer certaines réalités, mais on finit par voir que ces réalités-là viennent s'imposer à nous dans sa face la plus perverse. Quand vous voyez des gens qui sont de même bord, des gens qui sont au cœur d'un système qu'on nomme à la tête de certaines institutions, et la composition même de ces institutions, vous voyez, tous les membres sont carrément d'une même couleur. Et ces gens-là, vous pensez qu'ils réagiraient si un problème se fait et que ce problème est lié à quelqu'un de leurs? Non. Vous estimez qu'il y aura forcément de la solidarité? Cette solidarité dans le mal, on l'a toujours dénoncé. C'est ça le problème. On ne crée pas des institutions avec toutes les structures qu'il faut pour peut-être sévir au regard d'un mal qu'on aurait peut-être décelé, qu'on estime que cette institution peut gérer ce mal, peut pouvoir travailler pour arriver à bout de ces fléaux, de ce cancer. Oui, mais quand on parle de la corruption, habituellement, vous ne voyez que les gros voleurs de la République. Mais la corruption, c'est jusque dans nos cases. Non, dans les communautés. La petite corruption, ça se comprend. Ça, vous comprenez ça? Non, ben parce que vous devez comprendre ça. Non, la misère est tellement ambiante que non, là je ne suis pas du tout d'accord. Non, on peut combattre la petite corruption. Vous vous accommodez avec la corruption. Non, c'est que c'est en cela que j'ai trouvé la formule aussi brillante de Tchakala qui disait du patron au planton. La corruption y est. Alors, donc quand le patron vole, comment voulez-vous que le planton ne vole pas? C'est en cela que je dis que, bon, par moment, je comprends. C'est pour ça qu'il ne faut pas dénoncer quand le il faut dénoncer le patron. Il faut dénoncer le patron. Parce que le planton n'est qu'un larcin. Le bandit à col blanc, c'est le patron. C'est lui qui brasse les milliards.
Lui, c'est parce qu'il a fait qu'il est obligé de prendre quelque chose. C'est un accès. C'est cela que je le dis. Je ne cautionne pas ça. Mais je dis que je comprends. Dans la mesure où le minimum vital n'y est même pas. Alors, il va falloir que, bon, il faut faire avec. Si vous comprenez le planton, vous devez être aussi en mesure de comprendre le patron. Non, le patron, lui, il en a. Mais, et il continue, c'est la kleptomanie. Bon, d'accord, ça c'est votre... Non, il y a des situations qui prévalent. Oui. Il y a certains, on connaît leur fonction. Ils ne sont pas des hommes d'affaires, non plus des commerçants. Certaines fois, on leur apporte de la liquidité. Et s'ils ne sont pas là, ils demandent à ce qu'on remette ça au planton, mieux au gardien. Et quand lui sera là, on lui remet le magot. Et le gardien, qui doit se contenter peut-être des 35 ou 38 000 tout au plus, voit un gros sac rempli d'argent être apporté à son patron. Et c'est lui qui garde le temps que son patron vienne pour qu'il le restitue le gros colis. Mais vous pensez que ce gars-là, quand vous venez chez lui et que vous lui tendez 5 000 pour peut-être un petit truc là, le petit planton va refuser parce que c'est devant lui. Il assiste à la venue des sacs d'argent. Donc, vous comprenez que tant qu'on ne se résoudra pas à sévir avec la manière, ce fléau, ce cancer-là ne fera que s'emparer de tout le corps. Et nous en souffrons. Les gens qui demandent quand même des améliorations de leurs conditions de travail pour dispenser des cours à nos enfants, on est en train de souffrir comme une souris qui tomberait dans une jarre et qui éprouverait toutes les difficultés parce qu'on n'est pas en mesure, depuis combien d'années, depuis plus de 6-7 ans, à trouver un problème, une solution définitive au problème qui mine le monde de l'éducation. Mais au même moment, on voit des gens prendre des millions et bon, en toute impunité. Là, c'est ça qui requinque ces gens-là à peut-être durcir leur position. Parce que devant nous, nous sommes au Togo. Le Togo, il est quand même petit, on sait qui fait quoi et qui fait. On voit des gens pondre des villages, des gens qui ne sont pas des hommes d'affaires ni des commerçants. Des gens, des employés de l'administration publique togolaise, qui changent de voiture comme bon le semble, qui pondent des villas comme bon le semble. Il suffit seulement qu'ils hument qu'on est en train de vendre ce lot de terrain quelque part. Ils sont les premiers à les prendre. Et au même moment, on demande à certains de se contenter des 5 000 francs comme émolument, prime qu'on leur aurait accordé. Là, ça fait mal, ça choque. Donc, le problème du Togo, c'est l'impunité. À partir du moment où on ne sévit pas. Vous pensez que si aujourd'hui Macron est président de la République française, oui, c'est par un heureux hasard. Celui-là qui est bien parti pour l'être, c'est Fillon. Mais il a suffi seulement de quelques révélations qui ne sont pas aussi scandaleuses que ce que nous vivons chez lui. Mais vous voyez tout ce que une carrière, une ascension pour la présidentielle a été brisée comme cela. Mais ceux qui font, si dans certains pays occidentaux où on se suffit, où on est à l'aise, où chaque citoyen a quand même l'essentiel qu'il lui faut pour se soigner, pour aller à l'école, on ne pardonne pas ce genre de choses. Pourquoi chez nous, nous qui sommes des pays qui se cherchons, on va encore se montrer laxiste, on va se montrer encore très flexible par rapport à ces délits-là. Donc ça veut dire que nous sommes même, nous-mêmes, les vecteurs de ces crimes économiques que les gens créent. Alors, depuis que cette histoire de 600 millions, vous avez vu une seule personne dire que non, il va falloir que la lumière se fasse autour? Personne. Donc je crois que il y a une caution quelque part, et c'est cette caution-là qui donne. Ça voudra dire aujourd'hui qu'il faudra refonder notre société de fond en comble. Parce que quand on évoque le cas des patrons, c'est vous qui avez sorti ça, et puis on parle de planton aussi, ça veut dire que c'est toute la société qui est malade, il faut la refonder. Ouais, il faut moraliser la vie politique. Ah oui, c'est ça. Parce que le mal vient du sommet. Quand un président de la République fait un constat, mais n'agit pas, c'est une prime à l'impunité. Ça fait combien d'années que Fogna Singbe avait dit que une minorité s'est accaparée des biens de la République et n'a pas tapé du poing sur la table pour dire que bon, il faut que ça cesse. C'est comme ça, c'est une solidarité dans le mal. Et c'est en cela que je dis que vraiment le mal vient du sommet. Tant que nous n'arriverons pas à crever l'abcès et dénoncer les délinquants à col blanc,
le mal subsistera et la corruption va courir les rues Oui, du comment Dahomey. comment vaincre finalement cette corruption Mais dans le pays? dans le pays, c'est d'abord, il faudrait que le sommet, l'autorité ne crée pas des sociétés écrans. Ah oui. Et mettre des gens comme des directeurs de ces sociétés État qui font des malversations et on ne veut pas les punir. C'est ça, c'est par là qu'il faut commencer. Un président de la République n'est pas un businessman. Oui, ça n'a jamais été le cas, de toute façon. Ah bon? Vous Toutes avez- ces entreprises, Vous avez des preuves toutes que ces entreprises, Faure Gnassingbé, en commençant, des entreprises dans le pays? je n'invente rien. Pourquoi Je voulais juste m'assurer que vous avez des preuves. GER et SECO BTP, pourquoi on ne les punit pas? C'est pour Faure Gnassingbé? Pourquoi on ne les punit pas? Je demande si c'est pour Faure Gnassingbé. Non, je ne saurais le dire. D'accord, donc Allez, on ne allez, peut pas le dire. allez-y chercher et vous comprendrez ce qui est caché derrière. Pourquoi on ne les punit pas? Quand une société à qui on a donné un marché dit que bon, il a pris cette manne pour s'acheter du matériel, alors que tout le monde sait comment la passation du marché se passe au Togo ou ailleurs. Par exemple, c'est comme si vous voulez construire une maison et un maçon vient vers vous, dit que bon, je suis maçon, vous ne voyez pas le matériel, vous lui donnez l'argent pour aller construire, faire quoi? C'est un problème. C'est un problème. Merci Donc, beaucoup. le Donc- mal vient d'en haut et il faut guérir le mal Très par là. bien. Et on a vu sur des images à la télévision les premiers bénéficiaires de cette phase d'indemnisation. Quel commentaire vous en faites aujourd'hui, Isidore? Bon, j'ai jamais changé. J'ai dit que c'est un machin, ce truc-là. Et qui sait... Le réconfort de ces victimes, c'est Non, machin? la Ashkrun même, qui longtemps n'a pas voulu s'occuper de la phase des réparations, s'est embourbé dans des trucs politiques. Jusqu'à aujourd'hui où le moment ne s'y est pas, là, et on a commencé à indemniser les gens. Mais au fait, Comment le moment ne sait pas? le moment ne s'y est pas. Avec toute cette crise que nous avons, avec les victimes que nous enregistrons au jour le jour, est-ce qu'il faut une seconde CVJR pour recenser les nouvelles exactions politiques que nous enregistrons jusqu'à aujourd'hui et les indemniser encore ou faire des réparations? Puisque n'oublions pas, le rôle principal de cette commission, c'est pour que les esprits des gens soient apaisés et qu'on aille à la réconciliation vraie des Togolais. Et surtout que ça ne se répète plus. Bien sûr. Est-ce que tel est le cas? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que la CVJR a Garantie de œuvré non-répétition. la garantie de non-répétition, qui est un pilier fondamental de la justice transitionnelle? On a fait bon marché. C'est en cela que la semaine dernière, nous avons dit que la dame Awanana est disqualifiée pour réconcilier les Togolais. Non, Sans embâche, moi en je le réalité, dirais. est-ce qu'il s'agit d'elle? Évidemment, c'est elle qui doit donner le là. C'est elle qui doit prévenir les exactions que nous constatons aujourd'hui. Ou bien va-t-on passer en perte et profit tout ce qui se passe de 2005 à 2017? Vous ne pensez pas? Non. L'histoire est là, têtue. Et c'est du flop. Il faut avoir le courage de le dire. Et l'entité reconnaître que cette CVJR ne veut pas réconcilier les Togolais. Alors, plutôt, Ashkrun ne peut pas réconcilier les Ashkrun, Togolais. bon, peut-être avant d'arriver sur la question précise de la réconciliation, on est en train quand même d'indemniser les victimes, de soulager ces populations qui ont été victimes d'une situation à un moment donné. Non, Est-ce que c'est pas déjà une bonne chose? Non, moi je ne verrais pas les choses comme mon confrère Isidore l'a vu. C'est que c'est quelque chose que l'État a reconnu parce que on ne peut pas indemniser les gens si à un moment on n'a pas reconnu une certaine responsabilité qui incomberait à ceux-là qui sont en train de mettre, qui ont mis la structure sur pied, qui sont en train de débourser de l'argent pour soulager certaines victimes. C'est un acte de compassion parce que des gens
On ne peut pas, avec de l'argent, ramener ceux qui sont morts. On ne peut pas, avec l'argent, redonner peut-être la plénitude d'un membre qui a été amputé, ainsi de suite. Mais c'est que l'État a reconnu à un moment qu'il a failli, il n'a pas pu empêcher certaines situations d'avoir lieu dans le pays. Et au regard de cela, il faut compatir à l'endroit de ceux-là qui ont été victimes de ces problèmes que nous avions connus dans le pays. Donc je crois que ce n'est même pas le H-Kroon est en train de jouer sa partition, ce qui a été défini comme sa mission, même s'il y a des difficultés. Parce qu'il faut dire que la H-Kroon découle de la CVJR, c'est une recommandation, absolument. Une émanation de la CVJR. Donc ils sont en train de faire leur job comme ils le peuvent au regard des moyens que l'État met à leur disposition. Donc je crois que si certaines institutions aussi jouaient... En même temps, oui, cette fameuse garantie de non-répétition, si elle n'est pas acquise, est-ce que ça ne compliquerait pas la tâche véritablement? Aujourd'hui, les responsables du H-Kroon sont sur le terrain, ils font ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir peut-être apaiser les cœurs à un certain niveau, mais rien ne garantit pas que les choses là qui ont fait que finalement ces gens sont victimes ne vont plus se répéter. D'ailleurs, on vit des situations avec... Non, il faut œuvrer pour ça. Il faut œuvrer pour ça parce que le mal togolais est plus profond que ce que nous pensons. Et depuis 2058 jusqu'à 1958 jusqu'à 2005, oui, les gens ont connu les pires moments de leur existence avec tout ce que le pays a connu de douloureux. Si après cette période, il y a encore des situations désobligeantes qui se créent avec des morts, des situations de grande désolation qu'on met sur le sceau d'une situation qui a prévalu dans le pays. Ça veut dire qu'à un moment, on ne s'est pas donné l'artillerie nécessaire pour lutter contre la non-répétition des faits qu'on est en train de réparer aujourd'hui. Mais ça serait le perpétuel recommencement. Ça serait, nous allons jouer au Sisyphe. Aujourd'hui, on répare certains torts comme on peut. Et demain, il y a d'autres torts plus conséquents que ce que nous avions réparé qui surgissent. Et il faut aussi, au nom d'un certain apaisement, refaire la même chose. Ça veut dire que nous sommes dans une dynamique de faire la même chose autant de fois qu'on pourra, avec les moyens qu'on met. Mais je crois que Nanawa, au-delà même d'assumer la présidence du H-Kroon, elle est la médiatrice de la République. Une médiatrice, c'est quelqu'un qui est censé... C'est là où finalement son rôle devient un peu compliqué. Oui, c'est quelqu'un qui est censé aller au-devant de certaines situations qui pourraient créer ce qu'elle est en train de gérer actuellement. Mais on ne la ressent pas sur ce terrain-là. On ne va pas dire que c'est des cas à gérer qui manquent. Il y en a plein. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la classe politique togolaise ne s'entend pas sur les modalités du démarrage des choses. En tant que médiatrice de la République, avant même que les facilitateurs ne viennent, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Ou beaucoup plus ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est presque absente du circuit. Donc, je crois que sa personne même est sujette à caution. Et si, peut-être, comme on ne sait pas démissionner au Togo, sinon, franchement, elle est comme submergée, elle est comme désemparée, elle ne sait pas par où commencer, elle cherche toujours le bon pied d'appui par rapport à son rôle de médiatrice de la République. Mais pour le H-Kroon, elle fait comme elle peut, avec le soulagement qui est en cours par rapport à la phase. C'est 2 milliards, je crois. Oui, pour l'instant, 2 milliards. Oui, mais c'est quand même insuffisant. Mais si pour la session budgétaire prochaine, on peut aussi grossir un peu son enveloppe, ça serait tout bénéfique pour les victimes. Je voulais rebondir sur la chose. Au fait, dans le processus de la justice transitionnelle, il y a quelque chose qu'on appelle le vetting. Et j'ai eu à attirer l'attention de Dame Awa Nana sur ce sujet-là. J'ai participé à tous les ateliers de H-Kroon. Je maîtrise un peu ce sujet-là. Et le vetting, c'est quoi? C'est d'extirper de l'appareil de l'État les auteurs de ces exactions. Au Togo, tel n'est pas le cas. C'est ce qui a permis à l'Afrique du Sud de réussir sa justice transitionnelle. On les sanctionne. Mais ils ne seront plus au devant. Major Kouloum, combien de fois on n'a pas interpellé dans ce dossier-là? Non, on ne dira pas que c'est le sieur Kouloum qui a semé la pagaille partout. Non, je donne seulement cet exemple-là. Parce que c'est vivace dans l'esprit des gens d'Atapamé.
Si les autres n'ont pas reconnu le tort, au moins Kouloum, lui, a reconnu. Et a donné les raisons pour lesquelles on était allé casser son hôtel. Je ne voulais plus revenir dans ces dossiers-là. Donc au Togo, le drame de notre justice traditionnelle, c'est que on n'a pas ce courage de pouvoir sévir et retirer de l'appareil de l'État les auteurs de ces exactions. Comme c'est pas Mohamed II ou bien c'est oui, c'est Mohamed II, le roi marocain, parce que ça ressemble, le cas du Togo ressemble tellement au cas du Maroc, parce que le fils a succédé au papa, mais Mohamed II a eu le courage de faire le vetting et apaiser le cœur des meurtris. Au Togo, c'est plutôt ces bourreaux qui bombent les torses et qui sont encore dans nos quartiers pour dire que qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. C'est pourquoi la justice traditionnelle ne serait qu'un échec au Togo. Donc tout ce qu'on est en train de faire là pour vous, c'est du sous-clotrage. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On réussira quand même un temps soit peu à apaiser le cœur de certaines personnes. J'attends de voir. Vous ne les avez pas vus ces derniers jours? Non, j'attends de voir. Il faut les approcher. J'ai appris qu'au moins un de ce collègues s'est refusé de venir. Parce que c'est refusé pourquoi? Allons lui poser la question. Et on dit que peut-être cette victime a eu peur. Peut-être ne croit pas à cette justice traditionnelle. Et imaginez, c'est 35 milliards qui étaient retenus pour faire la réparation. Et à chaque année, il va falloir les réactualiser. Parce que 35 milliards, il y a de cela 3 ans, n'a plus la même valeur qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on leur donne? 2 milliards. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Oui, pour un début. Pour un début. Oui, c'est ce qui a été dit. Donc, et derrière cela, et ce qui se cache en filigrane, c'est parce que 2005, on dit que c'est vivace encore dans le mémoire. Moi, je dis que c'est parce qu'en 2005, c'est Faure Gnassingbé qui était l'auteur, pas l'auteur, c'est grâce à... Il faut s'occuper des gens de son époque où il était venu. C'était ça. Bon, d'accord. Tchakala, et puis on va passer à un autre sujet. Oui, mais on ne va pas s'occuper des gens des années 58. On sait que au moins cette fourchette de... Non, on va... Ils sont pris en compte. Ils sont pris en compte, mais... bon nombre ne sont pas vivants. Bon nombre de ces victimes ne sont pas quand même en vie aujourd'hui. Mais ceux-là qui sont encore là... Vous savez que depuis 2005, les gens n'ont pas pu faire des cérémonies à leurs parents disparus. Nous sommes en Afrique. Il y a cette survivance de la tradition. Donc, avec le peu là, si on peut soulager les peines de ceux-là qui sont dans le besoin, je crois qu'on a tenu compte de cette vulnérabilité des victimes. Bien sûr. Donc, il faut passer par là, il faut encourager. Mais ce que moi, je souhaiterais, c'est quand même qu'on grossisse un peu l'enveloppe qu'on mettra à la disposition du HPRON l'année prochaine pour qu'il puisse faire bien et vite son travail et qu'on en finisse une fois pour de bon. Très bien. Messieurs, on va maintenant parler des discussions politiques. Vous savez que on est toujours dans l'attente de ces discussions-là qui vont s'ouvrir dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois. On n'en sait absolument rien. Le gouvernement a quand même annoncé ouvrir des consultations à l'endroit des partis politiques et de la société civile aussi, à peu près, pour les consulter justement sur le format, selon eux, le format des prochaines discussions, les modalités également. Et depuis hier, les consultations ont été entamées. La coalition de l'opposition a refusé de participer à ces consultations. Il y a des partis politiques qui vont, il y a directement qui a renseigné, qui devrait être reçu ce jeudi par le Premier ministre qui écoute et reçoit les propositions des uns et des autres. Alors, les consultations telles qu'ouvertes par le gouvernement togolais, est-ce que cela pourrait contribuer finalement à régler le problème togolais? Je ne crois pas. Isidore? Je ne le crois pas. C'est juste pour gagner du temps. Pour quel intérêt? Pour l'intérêt qu'on aille à une date butoir où on ne peut plus opérer les réformes liées au cadre électoral. C'est ce que nous avions à dénoncer la semaine dernière.
Et j'ai eu même à attirer l'attention du gouvernement là-dessus, la fois dernière, le jeudi, quand on était à la conférence de presse. Et c'est là où le ministre a dit qu'effectivement, si on n'opère pas les réformes au plus tard le 14 janvier, le protocole additionnel de la CEDEAO nous sera planqué comme qui stipule que... On mettra l'opposition devant le fait accompli. L'opposition, moi je ne crois pas que c'est tout le peuple. Bon, d'accord. Parce que aucune réforme ne sera pas possible du cadre électoral. Or, on sait que nous avons un fichier électoral corrompu, on a un découpage électoral inique, où dans des milieux, on peut élire un député avec 1000 voix, 10 000 voix, alors que sous d'autres circonscriptions, il faut 100 000 voix. Donc on fait des députés de seconde zone. Alors que dans une démocratie, on dit une voix, un électeur, une voix. Voilà, des anomalies qui font que actuellement la majorité parlementaire a presque les mêmes nombre de voix que la minorité. C'est incompréhensif. Et ça crée des frustrations au sein de la population. Je ne veux plus revenir sur les rapports de l'Union européenne et de l'OIF et ces choses-là qui nous convient à des réformes profondes du cadre électoral pour que nous ayons des élections apaisées au Togo, crédibles au Togo. Et j'ai toujours à le dire, les élections de 2015, moi, c'est une anomalie pour moi qui m'interpelle jusqu'à aujourd'hui, où une commission électorale ne peut pas donner des résultats. Vous faites la somme des voix réparties, vous n'arrivez pas à 100%, qui a été confirmée par une cour constitutionnelle. C'est un drame. Vous comprenez toujours pas. Alors, l'opposition, disons, la coalition des 14 partis politiques a refusé d'aller rencontrer le chef du gouvernement. Elle évoque même une manœuvre de diversion, cette consultation, ce cas de consultation. Est-ce que c'est pas bien de refuser d'aller rencontrer et de discuter? On ne va pas demander aux gens de faire la même chose toutes les fois. C'est pas parce qu'on est en crise qu'on va clochardiser certains. La crise, elle est là. Mais ceux-là, aujourd'hui, qui s'empressent de demander aux gens de venir pour des consultations étaient les mêmes qui s'étaient opposés au tout début à un certain dialogue. Quoi qu'on dise, ils étaient hermétiques. C'est vu la pression qui prévalait que ça a poussé certains à accepter le dialogue. Mais le facilitateur, les gens ont pris langue avec le facilitateur. Le facilitateur a envoyé son émissaire ici pour des échanges. Et je crois que toutes les préoccupations qu'on voudrait recueillir maintenant ont été soumises au facilitateur ou bien à son émissaire. Mais on veut quoi encore? Qu'on retourne maintenant? Mais le gouvernement fait partie même de la crise. Et en tant que quelle entité veut-il maintenant recueillir les avis sur chose? Le format, il appartient au facilitateur de définir le format. Mais le gouvernement a déjà parlé d'une discussion inclusive, qui veut dire que tout le monde doit venir à la table de négociation. Mais quand on écoute la coalition de l'opposition, on n'entend pas avoir autour de la table tout le monde. On veut le gouvernement mieux fort Gnassigbe et la coalition de 14 partis politiques. Nous sommes dans un pays où la charte des partis politiques a énoncé beaucoup de choses. Nous sommes de ceux-là à avoir quand même échangé avec certains qui étaient au cœur des dialogues que notre pays a connus, les précédents dialogues. Mais vous êtes avec des gens autour d'une table, quand une question se pose, il faudra qu'ils soient donner des coups de fil à qui pourra leur donner des instructions. Autant que cette personne-là soit là, qu'on enclenche un début de dialogue, les points sur lesquels, et que cette personne donne son accord, qu'on se retrouve à une table de dialogue, et quand des sujets seront posés, on va arrêter la séance, histoire de donner des coups de fil, prendre des instructions pour pouvoir faire avancer les choses. On ne va pas. La crise togolaise, est-ce que ce sont des détails sur lesquels, si on veut y voir de près, qui va faire traîner finalement les choses,
et on va demeurer dans la crise. Mais qui... Je vous rappelle que ça fait 4 mois que ça dure, hein, cette crise. Mais qui est en train de retarder les choses? Alors, à qui ça Vous profite? pensez... À qui ça profite-t-il? Ça profite au pouvoir naturellement de retarder les choses. Alors, de jouer à cette diversion, à quelle fin? L'autre a trouvé la réponse. Qu'est-ce que l'émissaire du président ghanéen est venu faire ici, le facilitateur? Qu'est-ce que les gens sont allés faire avec le président en exercice de l'Union africaine? C'est la même chose. On est allé dire au président en exercice de l'Union africaine ce que l'opposition, le groupe de 14 veut par rapport à ce dialogue qui va s'ouvrir. Maintenant, on les invite et c'est de façon individuelle que les invitations sont adressées. C'est une façon de casser une dynamique qui prévaut dans le pays. C'est une façon peut-être de créer cette diversion à des fins de dire que c'est l'autre qui ne veut pas, alors que l'autre... Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'on consulte les autres? Mais la crise est là. Ceux qui animent cette crise aujourd'hui, on les connaît, on connaît les protagonistes. Ceux-là qui ne se sentent pas concernés sont là, croisés les bras dans leur petit coin. Il n'y a jamais eu un dialogue inclusif dans un pays. Il y aura certains toujours qui seront en retrait de la dynamique et il y aura d'autres qui se changent. Vous pensez qu'à la Première Guerre mondiale, après le Nuremberg et tout ça là, vous pensez que c'est tous les acteurs impliqués dans cette crise-là qui ont été invités à la table pour apaiser le monde? Non. On a pris des gens et d'autres aussi sont restés en dehors. Et ça, les résolutions qui ont été prises, ça a été appliqué aux gens. Donc c'est comme ça. Vous pensez qu'en Syrie, là, quand les gens se retrouvent, soit en Suisse et tout ça là, c'est tous les protagonistes qu'on a. C'est les gens qui sont en vue qu'on appelle. Et on pense que ces gens-là qu'on va appeler sont représentatifs et qu'ils pourront peut-être faire avancer les choses dans le... Ce n'est pas le Togo qui va créer des modèles de dialogue à faire. Qu'on se refaire. Maintenant, on se substitue. Quel est le rôle qui incombe maintenant aux facilitateurs? Si des gens qui font partie de cette crise vont se substituer aux facilitateurs. Non, c'est clair. Vous voulez aussi dire, comme l'opposition l'a déjà dit vendredi dernier, que le pouvoir de Faure Gnassingbé aujourd'hui est beaucoup plus dans le rôle de médiateur alors qu'il fait partie de la crise. Absolument, absolument. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais en tant que citoyen, en tant qu'analyste, en tant que leader d'opinion, c'est ce que moi je pense. Parce qu'on veut traîner inutilement. Les problèmes sont là. Les gens sont allés rencontrer. Si le groupe de 14 et les autres avaient refusé de rencontrer les facilitateurs, ou bien l'émissaire du show, là on dira que non, ils sont en train de jouer le bon rôle par rapport à l'apaisement que nous voulons dans le pays. Ils sont allés, ils ont soumis des doléances, des propositions concrètes, qu'on se réfère à ça pour faire avancer les choses. Les consultations, on les commence pour peut-être définir quoi faire après, à partir du moment où tout est là. Les préoccupations des gens sont là. Bien, oui, non, une remarque, l'histoire est têtue. Vous avez vu Selom Klassou dans des rues pour contester ou faire des marches de protestation ou des contre-marches contre ceux qui... Ah oui. Déjà, c'est un homme politique de toute façon. Il est allé parler de la constitution. Ben voilà. Oui, mais c'est un homme politique. C'est un homme politique. Aujourd'hui, qui appelle des gens à faire quoi? C'est là où il est disqualifié. Il aurait pu avoir cette hauteur d'esprit de ne pas rentrer dans cette masse-là et jouer son rôle de médiation. Aujourd'hui, quelqu'un qui a vilipendé ou qui a marché contre ceux qui protestent contre le pouvoir de Faure Gnassingbé et qui revendiquent quelque chose dans la rue, ils ont essayé de contrecarrer par des mouvements de rue. Vous vous souvenez? Ce n'est pas une fois, 2 fois, même 3 fois de suite. Aujourd'hui, appelle ses protagonistes. Il est déjà engagé dans la crise. Il est un protagoniste de la crise. Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas être jugé parti. Mais vous savez que c'est l'homme Klassou à devenir. Où est le problème? Mais donc, c'est en cela qu'il ne peut pas faire des consultations. Pour aboutir à quoi? Non. Se dédire. Nous sommes avant tout des humains. Il ne peut pas se faire harakiri. Il ne peut pas se faire harakiri. Se dédire de ses convictions, ce n'est pas possible. Et maintenant, je voulais rebondir sur ce que disait tantôt Tchakala. Vous avez vu, le Bénin avait traversé une crise. Oui. Et qu'est-ce que le président a fait? C'est lui qui était allé au charbon et a appelé les contestataires. Et il a discuté avec les médecins et autres là pour dire que bon voilà, ce que ça engendre vos mouvements
Mais je peux faire ci, je ne peux pas faire ça. Et ça s'est arrêté. Faut pas envoyer des seconds couteaux pour jouer le mauvais rôle. Qu'est-ce que vous appelez second couteau? Mais c'est ce qu'on envoie comme pour faire des consultations et autres pour faire aller au dialogue. Et après, Tchakara vient de le dire, dit que bon, moi je ne peux pas. Je ne peux pas te. Discussion, il faut forcément Faure Gnassingbé. Il faut que Faure Gnassingbé soit là. S'il veut vraiment régler le problème togolais, qu'il appelle l'opposition et fait partie de ça. Mais moi, c'était de ceux qui disaient, si vous vous souvenez, que nous n'avons plus besoin de faire des marches de protestation pour avoir ce que nous voulions depuis des lustres. Aujourd'hui, l'opposition est dans la rue. Ce mercredi. Ça fait 4 mois. C'est pourquoi je dis que cette consultation est venue tardivement. Ça aurait été le 20 août que l'opposition, que le pouvoir appelle à Tchadang Tikpi et ces autres-là, et la coalition dit que bon voilà, entendons-nous, on comprendrait cette démarche. Aujourd'hui, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est pour gagner du temps. Tchakala. Je dirais tout simplement que la confiance entre les leaders de notre vie politique s'est érodée. Cette confiance-là n'existe plus. Parce que les gens ne sont plus sincères dans leurs engagements qu'ils prennent. Sinon, on n'en serait pas là à parler des mêmes choses tout le temps. Plus de 20, pendant bientôt 30 ans, on est là à refaire la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a manque de sincérité. À partir du moment où il y a eu des pays voisins qui ont peut-être mesuré l'ampleur de notre crise et ils se sont sentis interpellés et qu'ils ont pris le devant de la chose, pourquoi maintenant faire amorcer des discussions parallèles alors qu'il y a des gens qui ont déjà pris le devant de la chose? Cette crise-là, cette médiation qu'on a confiée à Nana Akufo-Addo, c'est pas nous qui... c'est pas les Togolais qui ont donné cette caution-là, ce quitus au président ghanéen de le faire. C'est à Niamey que les chefs d'État, dont le président, le nôtre, s'étaient retrouvés là-bas et ils ont estimé qu'il faut un médiateur pour apaiser le climat. Et ce médiateur-là n'a pas dit que, tiens, moi j'ai des problèmes en interne que je ne veux pas. Mais le président ghanéen s'est investi à fond. Il a même envoyé ses émissaires ici. Il a rencontré des gens en interne sur notre continent comme à l'extérieur des frontières de notre continent. Un travail a été fait, des avancées significatives ont été réalisées. Et maintenant, surgit de nulle part des gens qui font partie de la crise, qui demandent maintenant une quelconque consultation pour décider du format, dit-on, pour lancer la chose. On n'a pas assez perdu du temps comme ça pour aller vite et qu'il faut répéter la même chose, ce que les gens ont déjà fait. On voudrait qu'ils répètent ça. On ne va pas jouer au Sisyphe comme je l'ai dit ailleurs. Il faut aller vite et bien. 3 mois, 4 mois de crise. Et ce sont les mêmes qui viendront peut-être animer des conférences de presse pour dire que non, les marches causent plus de 1 milliard et quelques de pertes. Oui, mais ça c'est une évidence aussi. Si c'est une évidence, alors elle est l'essentiel. Alors elle est l'essentiel. Ce que le facilitateur a fait, c'est quand même suffisant pour amorcer un dialogue sous son parrainage. Ah, donc aujourd'hui, vous pensez qu'il faut aller très vite? Il faut aller très vite. 4 mois de crise pour un pays exsangue comme le nôtre, il faut aller vite. Je crois que c'est une diversion qui se crée en disant qu'on va envoyer des... Pour quel résultat le gouvernement, quel est son intérêt à faire perdurer la crise? Mais les gens, entre-temps, ont pensé si que crise, le gêne tant, quel est son intérêt finalement à le faire perdurer? Mais ils sont dans une logique de pourriture. De pourrissement de la situation. De pourrissement plutôt. Mais on a pensé que les mouvements de rue vont s'essouffler. On a compté sur ça. Ça n'a pas marché. À un moment de guerre lasse, on a dit, bon, il faut aller. Et maintenant, des gens se sont proposés. Nous sommes allés les voir. Ils sont venus nous rencontrer ici. On a discuté de quelque chose par rapport à cette crise. Qu'est-ce qu'il faut? Les gens ont introduit ce qu'ils pensent comme proposition pour peut-être apaiser le pays et en finir une fois de bon avec cette crise. Et vous demandez à ces mêmes personnes de refaire ce qu'ils ont déjà fait. Et maintenant, quel rôle revient au facilitateur? Donc ça veut dire qu'on décharge le facilitateur de son rôle? Non, c'est pour dire que nous nous sommes entendus en togolais et nous allons régler on s'est toujours entendu, mais ça n'a jamais marché. Cette confiance-là s'est érodée. On a pris des actes forts qui devraient consacrer la renaissance de notre pays depuis les années 2006. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a compté sur le temps pour peut-être mener les autres en bourrique, tourner en rond et récupérer une certaine situation. Donc, je crois que nous sommes dans cette même dynamique, dans ce même élan quand les gens sortent de quelque part pour dire que non, on adresse des invitations aux gens. Non,
ça fait pas sérieux. Monsieur, écoutez, merci beaucoup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Tchakala Alérou d'être venu donc à ce débat. Merci à Isidore Akolo, merci à Emmanuel Afalangbe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Eric Gatom. À demain. Taxi FM. Le monde en une radio.